Eh bien, je souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants qui sont avec nous. Je pense que l'enregistrement a démarré. L'animateur Olivier Brunet, conférencier animateur Team Europe Direct, est ravi de vous accueillir et d'accueillir deux intervenantes que je vais présenter brièvement, ainsi que deux magistrats nantais qui vont nous parler en visio. Alors, les deux intervenantes, eh bien, nous avons la chance pour parler de justice européenne et d'impact sur les territoires, d'avoir ce soir Tania Rachaud. Tania Rachaud, vous êtes dans le collectif de fast-checking les surligneurs. Vous allez nous expliquer un petit peu tout à l'heure de quoi il s'agit. Vous êtes docteur en droit européen, chercheuse associée à l'Institut d'études de droit public de Paris-Saclay. Vous êtes également assesseur à la Cour nationale du droit d'asile. Et peut-être vous voulez commenter cette carte de visite. Bonsoir, merci pour la présentation. Non, c'était assez complet. Alors juste pour les surligneurs, c'est un média effectivement en ligne qui propose des articles de fact-checking avec un angle particulier qui est la vérification juridique de ce qui est dit politiquement. Et donc voilà, on bosse pas mal en ce moment avec l'élection présidentielle, clairement. Bon, c'est bien, on fera un peu de pub aux surligneurs. Là, dans notre trame, on va pas oublier d'y revenir. J'ai la chance d'accueillir également Araceli Turmot. Vous êtes maître de conférence en droit public, spécialiste du droit de l'Union européenne, ce qui correspond bien à ce qu'on cherche. Vous êtes directrice du Master 1 droit européen et international à l'Université de Nantes et également directrice adjointe de la Maison des sciences de l'homme Ange Guépin à Nantes. Donc, nous avons une Parisienne et une Nantaise ce soir. Araceli, peut-être vous voulez commenter cette belle carte de visite également. Merci, c'était très complet. Bon, eh bien, écoutez, remerciements. Et donc, notre thématique, c'est quels enjeux pour la justice européenne sur les territoires. Donc, je salue les participants qui vont pouvoir aussi ajouter des commentaires dans le chat. Nous avons pris en compte les quelques questions écrites que nous avons reçues. Et puis, pour commencer, je vais demander à Anissa de lancer les choses en présentant une courte visio. La courte visio où nous allons pouvoir entendre d'une part Franck Bielitzki, qui est président du tribunal judiciaire de Nantes, et également son collègue Renaud Godel, qui est procureur de la République de Nantes et qui vont nous dire quelques mots en visio. Bon, je vois Nissa qui lance le partage d'écran. C'est parti. Je suis marié, j'ai 4 enfants, je préside le tribunal judiciaire de Nantes depuis le mois de septembre dernier. Renaud Godel, procureur ici à Nantes depuis le mois de septembre. Et donc les fonctions d'un procureur de la République, c'est celle de faire appliquer la loi en matière essentiellement pénale. Je tiens à préciser que présider un tribunal, c'est à la fois donner aux magistrats et aux fonctionnaires les moyens d'accomplir leur mission, qui est celle de rendre la justice. Alors le tribunal judiciaire de Nantes, c'est le 15e tribunal de France. C'est une juridiction qui doit faire face à un accroissement considérable de la population. Qui dit accroissement de la population dit également accroissement de l'activité de cette juridiction. Et toute la difficulté à laquelle nous nous heurtons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les moyens qui sont alloués à cette juridiction soient en adéquation avec la demande. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les dernières années, nous avons eu également énormément de modifications de la législation, qu'il s'agisse de la législation française ou de la législation européenne, et ce qui nous conduit, en l'occurrence, à devoir apporter des modifications dans la structure de la réponse pénale. L'articulation entre le droit français et le droit européen est une articulation majeure. Le droit européen a d'abord une valeur supérieure aux lois nationales, c'est l'article 55 de la Constitution de la Ve République. Son essor permet également de conforter l'état de droit et favorise les échanges économiques qui conditionnent notre prospérité. Donc le droit européen impacte quotidiennement le traitement des affaires judiciaires ici à Nantes. Par exemple, à chaque fois que nous recherchons des personnes ailleurs en Europe, nous utilisons actuellement des outils qui ont été mis à disposition par l'Europe, qu'il s'agisse du mandat d'arrêt européen ou qu'il s'agisse également de l'instance Eurojust, au sein de laquelle se trouvent des représentants
de la justice de tous les pays européens et cela permet d'améliorer considérablement l'entraide pénale internationale sans laquelle nous ne pouvons faire progresser un nombre considérable d'enquêtes. Par ailleurs également, la réglementation européenne est une réglementation que nous devons appliquer tous les jours, y compris dans les affaires pénales. Je pense par exemple à la réglementation s'agissant du commerce du CBD. Je pense également à la réglementation s'agissant du protoxyde d'azote, qui est une substance qui est parfaitement réglementaire et qui est parfaitement légale quand elle est utilisée dans les conditions normales, mais qui peut également provoquer des dommages extrêmement sévères lorsqu'elle est utilisée à d'autres fins et notamment en qualité de stupéfiant. Et dans tous ces domaines-là, la justice pénale française doit également prendre en considération la réglementation européenne. Le droit européen, comme le disait à l'instant le procureur, ce sont les traités. Ce sont aussi des procédures applicables pour tous. Je pense à la procédure de règlement des petits litiges transfrontaliers, je pense également à l'injonction de payer européenne. Ce qu'il faut aussi et peut-être surtout savoir, c'est que le droit européen n'est pas un droit étranger. C'est un droit national, le nôtre, dont chacun peut et même doit s'emparer. C'est tous les jours que nous appliquons les décisions qui peuvent être rendues au niveau européen et tout particulièrement peut-être s'agissant de la Cour européenne des droits de l'homme dont les décisions rendues sont scrutées minutieusement et j'ai envie de dire quotidiennement par toutes les juridictions nationales et y compris naturellement la juridiction ici nantaise. Bon, ben merci Anissa pour cette introduction à notre voyage judiciaire. Je signale au passage que ce webinaire a été construit en réalité vraiment en coopération avec le tribunal judiciaire de Nantes, l'opportunité nous ayant été donnée d'installer une exposition que vous pouvez aller voir d'ailleurs dans la salle des pas perdus du tribunal judiciaire de Nantes, qui est une exposition sur les liens entre le droit et l'Europe et la vie quotidienne, qui a été conçue par le ministère de la Justice et le bureau de la représentation de la Commission européenne à Paris, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et donc, cette introduction à notre voyage en justice et les relations avec le territoire, on a vu apparaître des mots comme mandat européen, comme Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, peut-être nous allons commencer par un décodage du plus simple, de façon à bien cerner ce dont nous allons parler. Donc, nous allons nous concentrer sur le droit communautaire, sur les instances communautaires, en particulier la Cour de justice. Mais la confusion est fréquente entre Cour de justice et puis l'instance qui est celle du Conseil de l'Europe. Et donc, dans la mesure où le Conseil de l'Europe a été évoqué à travers la Cour européenne des droits de l'homme, peut-être Tania ou Araceli, ou l'une puis l'autre, pouvez-vous nous faire un petit résumé des erreurs, je dirais, à ne pas commettre dans la compréhension de notre paysage, si on parle de justice européenne, de quelle justice européenne parlons-nous? Écoute, merci Araceli, merci Olivier Ouenet. Alors, effectivement, quand on dit justice européenne, ça couvre clairement plusieurs choses qui ont un effet quotidien, comme l'ont mentionné le président du tribunal judiciaire et le procureur, dans le quotidien de la justice nationale française. Quelle que soit l'Europe qu'on va expliquer, il y a une réalité vraiment quotidienne. Donc, en fait, il y a deux Europes qui existent et qui sont vraiment pas les mêmes. D'un côté, on a l'Union européenne, donc comme vous l'avez dit, c'est sur cet aspect qu'on va se concentrer en réalité. L'Union européenne, c'est 27 pays membres, dont effectivement la France, bien sûr, alors que le Conseil de l'Europe, il y a 47 pays membres donc il y a une acceptation de l'Europe géographique beaucoup plus large avec la Russie, la Turquie et d'autres pays. Et donc, ces deux réalités de structures qui sont vraiment séparées et qui n'ont pas du tout les mêmes tâches. Alors, pas du tout les mêmes tâches, elles ont tendance à se rapprocher aujourd'hui, ce qui n'aide pas trop à clarifier l'ensemble. Et les terminologies sont souvent assez proches. Et là aussi, c'est un vrai problème parce qu'on dit Conseil de l'Europe, on est actuellement à la présidence française du Conseil de l'Union européenne, mais ça n'a absolument rien à voir. Donc, ça ne nous aide pas, on est bien d'accord. Donc, l'Union européenne, elle a une justice avec la Cour de justice de l'Union européenne, qu'on abrégera souvent en Cour de justice, alors que le Conseil de l'Europe fonctionne avec énormément d'organes. Il y a
par exemple le Comité européen des droits sociaux, Comité de prévention contre la torture, la Commission de Venise, mais celle qu'on connaît surtout au niveau du Conseil de l'Europe, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui est chargée d'appliquer la Convention européenne des droits de l'homme, dont c'est la seule mission. Voilà, donc ça, c'est deux erreurs une erreur à ne pas commettre, c'est de les confondre, mais le vocabulaire ne nous aide pas trop. Après, sur le fond, on peut peut-être se rappeler que l'Union européenne, initialement, c'était un marché intérieur, une question de relations économiques, avec des libertés de circulation, et donc on ne voit pas trop le lien avec les droits de l'homme initialement. Et d'ailleurs, les jurisprudences de la Cour de justice, la justice européenne de l'Union européenne, elle n'avait pas trop de lien avec les droits fondamentaux. Simplement, ça a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de croisements et la Cour de justice de l'Union européenne aujourd'hui, en raison des compétences sur les citoyens européens, sur les questions d'asile, d'immigration, peut avoir des considérations en lien avec les droits de l'homme similaires à la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui ne nous aide pas beaucoup plus. Quoi qu'il en soit, les deux ont en commun, comme l'a aussi mentionné le président du tribunal judiciaire et le procureur, de s'appliquer directement dans les prétoires avec une valeur hiérarchique supérieure aux lois nationales au moins, et donc qui doit avoir un effet immédiat, quelle que soit cette justice. Mais on va effectivement, nous, explorer la justice de l'Union européenne. Bon, mais merci pour ce tableau. Je pense qu'on a le tableau, je dirais, suffisamment en tête, une fois qu'on a rappelé aussi que l'un est antérieur, et enfin historiquement, le Conseil de l'Europe est né avant l'Union européenne, mais ils sont appelés à s'articuler tout en étant effectivement bien différents. Peut-être pour ne pas se perdre dans les territoires, on avait aussi une question à laquelle l'une ou l'autre veut peut-être répondre. Distinguons clairement ce qui est judiciaire, ce qui relève de la justice. Donc ici, on va se concentrer sur la Cour de justice. Et d'autres structures, l'un de nos participants parlait de la médiatrice, médiateur ou médiatrice. Ça, c'est autre chose. Mais est-ce qu'il y a un lien entre médiateur, à quoi sert un médiateur, et comment un médiateur ou une médiatrice s'articule éventuellement avec la Cour de justice? Vas-y, Racine. En fait, oui, c'est ce qu'il faut vraiment saisir, c'est que dans l'Union européenne, comme dans les États, en France par exemple, on a à la fois un système judiciaire, on a un système administratif qui peut recevoir des plaintes, qui peut entrer en contact avec les citoyens et les entreprises, etc. Et puis, on a créé un peu en complément de ce système double d'administration et de justice, un médiateur européen, actuellement une médiatrice européenne, irlandaise, qui a le même rôle que le défenseur des droits en France, qui est sur le modèle de l'ombudsman à la Scandinave, c'est-à-dire ce médiateur qui est censé également recueillir des plaintes des citoyens et aider les citoyens dans leurs interactions avec les administrations européennes et nationales pour tout ce qui touche à la bonne application de leurs droits issus du droit de l'Union européenne. Donc, par exemple, ça peut être une institution qui va venir aider un citoyen européen qui a l'impression que l'administration à laquelle il a affaire ne respecte pas ses droits en tant que citoyen européen, le discrimine, par exemple, en raison de sa nationalité, va pouvoir contacter le médiateur européen pour que le médiateur se mette en contact avec l'administration concernée et essaye de voir s'il n'y a pas une solution sans aller vers le contentieux. Donc, on est sur un système de résolution des conflits qui évite de passer par la justice, même si c'est un des points spécifiques de l'Union européenne par rapport à d'autres organisations internationales et même par rapport au Conseil de l'Europe, c'est que le citoyen peut aussi aller devant la Cour de justice directement en première instance, disons, sans avoir à passer des années devant les tribunaux nationaux. Donc, vous avez un système quand même qui ressemble un peu en fait à ce qu'on peut trouver dans une justice administrative nationale. Mais pour les questions qui relèvent du droit de l'Union européenne, évidemment. Bon, très bien. Écoutez, je n'insiste pas plus. Le paysage est complexe. Vous avez eu le mérite de le simplifier et de l'expliquer. Donc, je pense qu'avec ça, nous allons embarquer sur le projet européen et donc nous centrer vraiment sur le droit communautaire. Donc, rappelons évidemment que le projet européen est un projet fondé sur le droit.
Ce n'est pas un ancien fonctionnaire de la Commission européenne qui dira l'inverse en disant qu'effectivement, il faut souvent expliquer ce qui est fait au niveau européen en se plaçant sur un terrain juridique. Maintenant, la thématique de l'état de droit qui est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre nous, peut-être on peut essayer de le rendre plus concret. Je pense à deux axes sur lesquels vous avez beaucoup de connaissances. D'une part, l'état de droit en relation avec les thématiques Pologne, Hongrie et le récent arrêt de la Cour de justice qui vient de tomber. Et puis peut-être un angle d'attaque plus franco-européen à travers la jurisprudence du Conseil d'État pour essayer de comprendre un peu comment une juridiction administrative française s'articule avec le droit européen à la manière de ce qui nous a été expliqué à Nantes. Mais peut-être l'une d'entre vous démarre sur état de droit, projet européen, projet fondé sur le droit, et puis va nous mener peut-être sur les questions polonaises et hongroises de façon à les regarder avec un peu de la distance nécessaire et puis l'analyse juridique. Comme vous voulez. Je démarre. Donc oui, effectivement, je commence si tu veux. Le Conseil d'État, l'état de droit est vraiment un concept qui est ancré dans le cœur du fonctionnement de l'Union européenne, pour la simple et bonne raison que, comme vous l'avez dit, c'est un système fondé sur le droit. Donc l'idée, c'est d'essayer de construire une union politique, économique, etc., par des normes juridiques. Et par exemple, on dit souvent quand on étudie l'Union européenne que la justice, et en particulier le fait qu'on puisse appliquer le droit de l'Union européenne devant les juridictions nationales, est l'un des piliers vraiment fondamentalement, non seulement du bon fonctionnement de l'Union européenne, mais aussi des progrès du droit européen, parce que c'est par la revendication des droits des citoyens devant la justice nationale que des affaires ont pu se construire et qu'on a pu faire évoluer aussi le droit vers une meilleure protection. Donc, c'est vraiment au cœur de l'Union européenne. Et malheureusement, c'est un sujet peut-être trop central qui fait qu'on n'a pas véritablement de système dans l'Union européenne pour essayer de résister quand l'état de droit est mis en danger dans certains États. Alors, juste pour une petite définition, si certains se posent la question, quand on parle de l'état de droit, on peut vouloir dire plusieurs choses, mais normalement, disons dans le cadre de l'Union européenne, une définition juridique assez basique, on va dire que la base de l'état de droit, c'est que les institutions publiques auto-limitent leur propre pouvoir par le respect d'un certain nombre de principes, comme la séparation des pouvoirs, comme les droits de l'homme, par exemple. Et là, on a quand même dans un certain nombre d'États européens, les plus graves évidemment étant, les situations les plus graves étant en Hongrie et en Pologne, depuis plusieurs années maintenant, des atteintes graves à certains de ces droits fondamentaux ou à certains aspects de la séparation des pouvoirs, en particulier liberté d'expression dans la presse, liberté aussi dans le milieu éducatif, universitaire, et contrôle des juridictions par le pouvoir exécutif. Toutes ces atteintes étant évidemment très graves pour le fonctionnement d'une démocratie, mais aussi pour le fonctionnement d'un système judiciaire. Et ça, pour l'Union européenne, évidemment, c'est doublement grave, parce que, évidemment, le non-respect des droits de l'homme et de la démocratie en soi est problématique, mais si le système judiciaire ne tient plus, là, c'est vraiment tout le système de coopération entre États qui peut commencer à se gripper. Et on le voit très bien maintenant, justement, sur les questions de mandat d'arrêt européen, de justice pénale européenne, de coopération entre tribunaux judiciaires des différents États, que ce genre de questions commence réellement à poser problème, parce que les autres pays ne veulent plus coopérer avec la Pologne, par exemple, parce qu'ils se disent, mais en Pologne, on ne va pas respecter les conditions d'un procès équitable. Donc, c'est un sujet vraiment très grave et on n'a pas malheureusement les outils réellement efficaces actuellement dans l'Union européenne pour lutter contre ça, parce que le système repose sur l'idée que tous les États respectent ces principes. Et on n'a pas de quoi forcer les États à les respecter. Donc là, ce qui a été mis en place après moult négociations très difficiles, c'est une idée qui consiste à essayer d'utiliser le bâton et la carotte. Et donc le bâton et la carotte pour l'Union européenne, c'est la répartition du gâteau que sont les
1% de PIB qu'on met dans le budget de l'Union européenne. Donc, en particulier, les subventions que l'Union européenne distribue, par lesquelles essentiellement les pays les plus riches financent le développement des pays les plus pauvres, ainsi que de l'agriculture, qui sont en fait les deux principaux domaines de financement où part le budget de l'Union européenne. Et on s'est dit que peut-être que si on met en place ce qu'on appelle la conditionnalité du respect de l'état de droit à ces financements, eh bien, on pourrait peut-être contraindre les gouvernements de ces États récalcitrants à revenir un peu en arrière, parce que ce sont des États qui se caractérisent aussi par le fait qu'ils sont des gros bénéficiaires des financements issus du budget de l'Union européenne, compte tenu de leur niveau de développement économique inférieur à la moyenne européenne, etc. Et pour la Pologne, évidemment, un secteur agricole très important. Donc, on a mis en place ce règlement. Évidemment, tous les États n'étaient pas d'accord, mais le règlement a été adopté. Ce qui s'est passé depuis l'adoption de ce règlement, c'est que, évidemment, les principaux concernés, la Pologne et la Hongrie, ont fait un recours contre le règlement en essayant de contester la légalité de l'acte, comme ils en ont tout à fait le droit, justement, la Cour de justice. Vous avez un système juridictionnel à peu près complet qui permet notamment aux États de présenter leur point de vue sur les actes qui sont adoptés par les institutions européennes. Et la Cour de justice vient de répondre donc, hier que, bien évidemment, non, il n'y avait pas d'illégalité. Donc, pour l'instant, on en est là. On a ce nouveau texte qui peut potentiellement constituer une nouvelle arme pour essayer de lutter contre la dégradation des conditions démocratiques et juridiques dans ces États. Et on a un arrêt maintenant de la Cour de justice qui nous dit que cette arme est bien légale et conforme au traité. Mais un point, après je laisserai Tania Rapso poursuivre si elle souhaite ajouter des éléments, un point très important quand même dans ce que nous dit la Cour, c'est que c'est un instrument qui est fait pour protéger le budget de l'Union des effets des violations de l'état de droit dans les États, et pas un instrument qui est fait pour protéger l'état de droit. Donc, en fait, évidemment, politiquement, nous, quand on y pense, on se dit c'est fait pour lutter contre la dégradation de l'état de droit et on utilise l'argument budgétaire pour essayer d'avoir un point d'entrée qui va faire mal aux États. Mais la Cour de justice adopte ce qui, effectivement, est le raisonnement qui a été présenté notamment dans le préambule du texte et dans les actes préparatifs par les États qui l'ont négocié, qui était de dire non, mais on se permet de faire ça, d'aller aussi loin dans l'atteinte, disons, aux choix qui sont faits dans les États, parce que ce n'est pas strictement pour lutter contre les atteintes à l'état de droit, c'est avant tout un instrument qui vise à protéger le budget de l'Union. Ce qui fait que l'Union a plus de légitimité pour agir, du coup. Mais ça peut aussi avoir une incidence sur la manière dont on va l'appliquer, parce qu'il va falloir vraiment à chaque fois bien justifier en quoi cette atteinte à l'état de droit pose problème pour le budget de l'Union européenne. C'est-à-dire, si j'empêche une université d'avoir un discours ou d'avoir des enseignants qui développent des enseignements qui sont trop critiques à l'égard du régime, quel est le problème par rapport au budget de l'Union ? Donc, voilà. On est effectivement sur un angle bien délicat où on approche effectivement tout de même des éléments de souveraineté nationale, de savoir à partir de quand l'état de droit, c'est moi, gouvernement polonais, qui peut le définir, et à partir de quand la justice européenne me bloque. Peut-être, Tania, vous voulez ajouter quelque chose sur effectivement quelque chose qui, en principe, est un arrêt relativement révolutionnaire, ou en tout cas une belle nouveauté sur laquelle les juristes vont certainement se pencher dans les mois qui viennent. Oui, alors merci. C'est aussi pour compléter un peu les propos d'Araceli Turmo. Ce que vous venez de dire sur la souveraineté, c'est très intéressant. Et moi, je trouve que le comportement de la Pologne et de la Hongrie a obligé un peu l'Union européenne à affirmer davantage les valeurs qu'elle avait énoncées dans le traité de Lisbonne qui est entré en vigueur en 2009, donc il y a un peu plus de 10 ans. Et donc finalement, ce qui a été fait il y a un peu plus de 10 ans dans le texte, alors il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qui ont été faites justement dans ce sens un petit peu davantage de valeurs en tout cas, prend un peu des effets aujourd'hui dans une démarche forcée parce qu'elle y est contrainte. Mais d'un autre côté, et c'est là où c'est intéressant sur le débat de la souveraineté, parce que la Pologne dit un peu non, mais c'est ma justice, il n'a jamais été question que l'Union européenne se mêle de comment je gère ma justice. Araceli a très bien expliqué, ça dépasse le problème strictement polonais et c'est en cohérence avec l'Union européenne, donc je ne reviens pas là-dessus.
Mais l'idée, c'est de dire que moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a l'impression d'être davantage dans un forum politique entre les 27 aujourd'hui, avec ce débat sur cet état de droit et ses valeurs, où finalement, on a une opinion majoritaire, une opinion minoritaire. Il n'est pas question pour la Pologne et la Hongrie de sortir de l'Union, hein, ça a été très clair. Donc, c'est vraiment une minorité qui s'exprime et qui dit « moi, je n'ai pas du tout cette vision des valeurs. Mes valeurs, ce n'est pas les mêmes, elles sont là. » Et la majorité qui dit « non, nous, on met le curseur ailleurs. » Et d'ailleurs, il y a eu aussi cette question sur la dimension plus LGBTI, parce qu'elle a quasiment pas été investie auparavant. Alors là, c'est l'outil du manquement. La Commission européenne qui décide de dire à un État, vous ne respectez pas le droit de l'Union, on en discute un peu, et si ça ne fonctionne pas, je vais saisir la Cour de justice, et au bout d'un moment, ça va pouvoir aussi avoir des conséquences financières assez lourdes. Pas immédiat, mais au bout d'un moment. Bref. Et en juin 2021, la Commission a quand même décidé de poursuivre la Hongrie pour cette loi qui ne permet pas d'enseigner des éléments liés à la communauté LGBTI à des mineurs. Et on a profité pour poursuivre aussi la Pologne pour l'existence de communes libres d'LGBTI. Et en fait, dans les deux cas-là, à la fois donc, l'état de droit, la justice, mais aussi la protection des minorités, il y a un vrai investissement dans les valeurs, même si, évidemment, parce que c'est l'Union européenne, elle est obligée, il y a toujours un espèce de rattachement aux bases de l'Union. Et là, sur les LGBTI, c'est intéressant parce qu'on dit donc cette loi, elle n'est pas normale pour l'enseignement, mais elle n'est surtout pas normale pour la libre prestation de services au cas où quelqu'un voudrait enseigner qui ne serait pas hongrois. Et sur les zones anti-LGBTI en Pologne, c'est aussi de dire, on ne peut pas circuler librement si on est LGBTI, donc c'est contraire à la libre circulation des personnes, qui est aussi le cœur de l'Union. Donc c'est une vision nouvelle. La Commission européenne n'investissait pas du tout ce domaine il y a encore 6 ans, ou même un peu moins. Et là, il y a une vraie orientation qui ouvre un débat plus politique, avec des positionnements différents. Et je trouve en plus, si on ramène à la France, que les personnalités politiques en lice pour l'élection présidentielle se saisissent un peu de ça. Ils ont aussi une tendance à vouloir réfléchir à des valeurs qui ne soient pas exactement celles de l'Union européenne pour certains. Et donc voilà. Mais c'est un débat politique finalement, et pourquoi pas. Et le deuxième aspect sur lequel je voulais revenir, c'était le mandat d'arrêt européen qui a été mentionné. Le mandat d'arrêt, on va y venir peut-être dans un instant. Mais bon, en tout cas, pour boucler sur Pologne et Hongrie, peut-être, en tout cas, rendre chacun attentif à l'évolution des choses, parce que cet arrêt de la Cour est une réponse à la demande polonaise et hongroise, mais c'est un arrêt qui s'applique à tout le monde. Et puis à suivre, et peut-être garder en tête aussi ce que vous avez souligné, c'est que l'état de droit est un sujet permanent. Donc en réalité, c'est évoqué par le président du tribunal sur le droit de l'environnement. Il y a tous les jours des affaires à la Cour de justice. Là, on se focalise sur, je dirais, l'actualité polonaise ou hongroise, mais peut-être on peut donner aussi 1 ou 2 exemples pour expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est une action de la Cour de justice quotidiennement en matière de droit de l'environnement, par exemple. Si vous voulez donner 1 ou 2 exemples pour compléter, je dirais, pour qu'on n'ait pas l'impression que l'état de droit, c'est uniquement l'affaire polonaise ou l'affaire hongroise, mais que c'est vraiment tout un circuit constant de contrôle par la Cour de justice de la bonne application du droit. Oui, peut-être que je peux continuer, mais l'idée, c'est donc la Cour de justice, elle agit aussi en dialogue direct avec les juridictions nationales. Et donc, c'est intéressant dans ce sens de voir que le président du tribunal judiciaire peut être amené à dialoguer directement avec la Cour de justice peut-être, en posant une question d'interprétation. Et ça, c'est vraiment le quotidien de la Cour de justice, clairement, parce que c'est ce qui se passe le plus fréquemment en termes de remords préjudiciels. Et à Nantes, il n'y a pas grand-chose. Mais il est arrivé, par exemple, que la commission d'indemnisation des victimes saisisse directement la Cour de justice d'une question de savoir est-ce que quelqu'un qui n'est pas français, je l'indemnise aussi. Et la Cour de justice a pu répondre, oui, parce que sinon il y a un problème de discrimination. Il y a eu une question liée aussi à l'arrachage de vignes, c'est très pragmatique.
à l'arrachage de vignes et qui a été faite dans le cadre d'un contrôle par Agrimer, je ne sais pas si certains connaissent, pour l'appellation Château du Grand-Bois. Voilà, ça c'était par exemple une affaire. Et la Cour de justice a pu aussi préciser que, eh bien non, les contrôles ne peuvent pas se faire sans l'autorisation de la personne, du propriétaire du domaine, tout simplement. Et donc, on voit, oui, c'est une justice du quotidien aussi, en fait. Ça a un impact très, très quotidien. Ça a un impact aussi sur les questions sociales. Alors, c'est un exemple tout récent, mais que moi, je trouve passionnant. C'est les magistrats français qui ont décidé de signaler à la Commission européenne que pour eux, la France ne respecte pas les règles du temps de travail. Il y avait déjà beaucoup de bruit au sujet des militaires, mais là, c'est les magistrats français qui eux-mêmes ont décidé de se tourner vers la Commission européenne. Et donc, parce que c'est dans le cadre du manquement, ça pourrait être aussi devant la justice, pour dire la France ne respecte pas notre temps de travail. Et donc, c'est un vrai indice de ce lien continu entre la justice nationale et européenne. Bon, c'est clair. On va s'arrêter encore un petit moment sur la durée du travail, peut-être pour faire le lien avec le Conseil d'État. Et en même temps, j'encourage nos participants, s'ils le veulent, à inscrire dans le chat des questions, même si on est dans des questions complexes, n'hésitez pas. Mais peut-être, et après, nous parlerons de coopération judiciaire et nous entraînerons en direction du parquet européen. Mais peut-être pour compléter le tableau tout de même, parce que ça a été évoqué, les relations entre juridictions françaises et juridictions européennes, notamment à travers le Conseil d'État, et peut-être notamment cette directive sur le temps de travail de 1993. Moi, je me souviens de sa fabrication. Et c'est une directive qui ne rentre pas dans de grands détails, mais qui actuellement donne lieu à une certaine excitation judiciaire. Et peut-être, Araceli, vous voulez commenter cet arrêt récent du Conseil d'État qui nous éclaire aussi sur le positionnement de la relation entre la juridiction nationale et la juridiction européenne. Oui, c'est une espèce de feuilleton qui s'est déroulé au cours de 2021 sur le temps de travail des militaires, en particulier des gendarmes, en fait, en France, autour d'une part, d'actions qui avaient été lancées par des gendarmes devant les juridictions administratives en France pour se plaindre du fait que, selon eux, la législation européenne n'était pas respectée, qu'ils travaillaient trop. Ou en tout cas, leur temps de travail réel n'était pas pris en compte. En parallèle, il y a eu des arrêts de la Cour de justice européenne qui ne concernaient pas la France. Mais comme on sait que la Cour de justice se prononce pour les 27 et que donc une fois qu'elle a dit quelque chose qui concernait un État, s'il y a un autre État dans une situation similaire, on va avoir normalement à appliquer la même règle. Il y a eu des arrêts qui ont un peu inquiété les instances françaises parce qu'ils semblaient aller dans le sens de l'idée que des militaires qui ne sont pas dans une activité, une fonction particulière, liée vraiment à ce qu'on va considérer comme le cœur de ce qui fait la spécificité des forces armées, les militaires qui ne sont pas dans ces fonctions-là, mais qui sont dans des fonctions qui sont plus, par exemple, de maintien de l'ordre, assimilables à des fonctions de force de police, qui est le cas quand même de la plupart des gendarmes sur le territoire métropolitain. Dans un autre pays, la Cour de justice s'était prononcée pour dire que, comme en droit européen, ce qui compte, c'est la fonction que vous occupez et pas le titre, et pas le fait que vous soyez considéré comme militaire ou pas formellement. Il faudrait appliquer la directive européenne sur le temps de travail de manière relativement classique et que donc les gendarmes français semblaient aller vers une victoire judiciaire. Alors, ce qui s'est passé en décembre dernier, c'est que le Conseil d'État a saisi, donc au bout de la chaîne, s'est prononcé pour savoir si effectivement le temps de travail des gendarmes était conforme ou pas, tel qu'il était actuellement encadré avec le droit européen et en particulier cette directive. Et le Conseil d'État a utilisé une technique qu'il affectionne particulièrement, c'est-à-dire qu'il s'est abstenu de poser la question à la Cour de justice pour savoir s'il y avait un problème. Et il a déclaré lui-même qu'il n'y avait pas de problème. Et je dis que c'est une technique qu'il affectionne particulièrement parce que justement, c'est une pratique que le Conseil d'État a perfectionnée parmi les juridictions suprêmes des États membres, la technique où on considère que finalement on est
apte à interpréter soi-même le droit européen. On n'a pas besoin de l'éclairage de la Cour de justice. Mais il y a un autre point qui est particulièrement intéressant dans cet arrêt, qui est qu'il confirme un revirement, c'est-à-dire une modification de la jurisprudence que le Conseil d'État avait amorcée en avril dernier, et qui est vraiment là, pour le coup, une évolution très importante dans son rapport avec le droit de l'Union européenne sur cette question de souveraineté, qui décide finalement quelles sont les valeurs, quelles sont les hiérarchies au sommet de notre système juridique. Donc, par exemple, il y a un conflit qui se pose très souvent entre est-ce qu'il vaut mieux protéger davantage les droits fondamentaux, la liberté des individus. Je ne vais pas vous l'apprendre, ça fait 2 ans qu'on est dans le débat sur confinement, pas confinement, liberté, santé publique. Voilà, donc est-ce qu'il vaut mieux protéger les droits fondamentaux? Est-ce qu'il vaut mieux protéger d'autres intérêts qui sont des intérêts généraux de l'État, qui peuvent être la santé publique, qui peuvent être la sécurité, l'ordre public? Ouais. Et on a évidemment au niveau européen également ces débats-là. Mais l'approche jusqu'ici d'un certain nombre de juridictions nationales en Europe a été de dire, bon, on accepte le fait que l'Union européenne a ses propres idées, les instances de l'Union européenne, la Cour de justice, le Parlement européen, le Conseil qui représente les États, ont leurs propres négociations, leurs propres compromis politiques sur le niveau qu'on souhaite pour la protection des droits de l'homme et pour la protection de la sécurité et pour la protection de la santé en commun dans l'Union européenne. Mais nous réservons, nous, Cour suprême espagnole, Cour suprême italienne, etc., nous réservons la possibilité de ne pas tout à fait respecter les règles européennes quand on estime qu'on préfère protéger davantage un droit fondamental. C'est-à-dire, pour nous, dans notre tradition nationale, tel ou tel droit fondamental est particulièrement important. Donc, on va faire une petite entorse aux standards européens pour protéger plus ce droit dans notre propre système. Et le Conseil d'État fait la même chose, plus ou moins, depuis déjà quelques années. Là, en revanche, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'ils ont fait pour la première fois l'inverse. Et là, à ma connaissance, c'est un peu une première parmi les juridictions suprêmes des États membres. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on va faire une entorse aux standards européens pour protéger moins les droits de l'homme. Parce que nous, on préfère protéger plus la sécurité et l'ordre public. Et c'était sur la question de la protection des données personnelles face à l'intrusion par des forces de police, les renseignements, l'obligation de collecte des données qu'ont par exemple les opérateurs de télécom sur les endroits desquels on se connecte, etc. Et le Conseil d'État a donc décidé que non, il rejetait le niveau élevé de protection de la vie privée que voulait privilégier la Cour de justice. La Cour de justice se positionne un petit peu comme leader, veut que l'Union européenne soit un peu le leader mondial de la protection de la vie privée sur Internet. Et le Conseil d'État a refusé ça en disant non, nous, on se réserve la possibilité de protéger moins ce droit fondamental pour protéger plus la sécurité. Et donc, il a confirmé cette approche du rapport, on va dire, constitutionnel, entre guillemets, sur les questions de valeur entre système français et système européen en décembre dernier. Donc là, c'est véritablement pour moi une évolution très importante avec laquelle je suis personnellement très critique, mais après, on peut débattre. C'est une évolution très importante de ce rapport entre la justice administrative française et la justice européenne. Bon, merci pour cet éclairage juridique. Ce que je retiens, et puis après nous allons passer à la thématique de la coopération judiciaire. Ce que je retiens, c'est que en cours de droit, on apprend la primauté du droit communautaire, mais c'est plus compliqué que ça. On est bien dans l'interprétation. On peut être aussi dans la balance accordée à différents types de droits. Bon, et donc c'est une matière forcément un petit peu complexe et évolutive. Peut-être avant de quitter ce sujet, mais je regarde l'heure, il est déjà 7h moins 20. Après, on va parler de coopération judiciaire. Il y a tout de même une question de Jean-Marie dans le chat, mais là, il va falloir que vous soyez synthétique. C'est quelles sont les modalités de saisine de la Cour de justice, qui peut saisir et sur quoi? Donc, la question qui est sous-entendue, c'est effectivement, est-ce que moi, qui me plains de l'état dans lequel je me trouve dans une situation de confinement, je peux saisir la Cour de justice, ou bien c'est le tribunal national qui peut saisir la Cour de justice?
Faites-le nous en synthétique. Je pense que vous avez à peu près répondu. Hein. Il y a plusieurs façons d'accéder à la Cour de justice de l'Union européenne, mais quand on est une personne, un individu, c'est assez compliqué. Il faudrait contester un acte de l'Union qui nous concerne très, très directement, disons, pour simplifier. Donc, en réalité, le plus souvent, c'est je suis devant le juge national pour le Conseil des prud'hommes, la Cour d'appel, n'importe qui. Et d'un coup, le juge soit se rend compte tout seul qu'il y a un problème avec le droit de l'Union, soit c'est l'avocat qui lui suggère, quoi. Et donc là, il se tourne vers la Cour de justice de l'Union. Et en fait, c'est les juges qui parlent entre eux, disons. Et donc, c'est le cas le plus fréquent. Moi, j'aurais des difficultés à y accéder par moi-même, clairement. D'accord. Bon, alors écoutez, on va passer au volet de coopération pour tout de même nous rendre sensibles aux progrès qui ont été accomplis et aux limites qui ont été accomplies en matière de coopération judiciaire. On fête en ce moment les 30 ans du traité de Maastricht. Le traité de Maastricht, il y a beaucoup de choses à dire sur le traité de Maastricht. Ce n'est pas notre sujet ce soir, mais c'est tout de même l'institution du mandat d'arrêt européen. Donc, on va faire un arrêt sur mandat d'arrêt européen. De quoi parle-t-on ? Avec Maastricht, on a créé Eurojust. Eurojust, c'est quoi? C'est qui, c'est quoi? Et puis, on va faire un troisième arrêt qui est plus récent sur les questions du parquet européen, qui est vraiment dans un sujet d'actualité important. Si vous voulez bien, on va prendre ces trois sujets-là dans l'ordre. D'abord, un mandat d'arrêt européen. Une fois qu'on a dit, et vous nous l'avez bien expliqué, que le droit, je dirais, ça monte ou ça descend. C'est-à-dire, ça peut s'appliquer au niveau national, ça peut s'appliquer au niveau européen. Et puis, il y a une nécessité d'avoir une primauté du droit, mais aussi de l'interprétation. Mais on a aussi besoin de coopération entre nos institutions judiciaires des différents pays. Et comment est-ce qu'on peut faire une coopération judiciaire? Et finalement, à quoi ça peut servir, notamment un mandat d'arrêt européen? Là, on rentre à nouveau dans le domaine pénal, mais peut-être sur le mandat d'arrêt européen et la coopération judiciaire, l'une de vous veut nous décoder les choses. Oui, alors juste un petit peu de contextualisation peut-être. Donc, la base de l'Union européenne, c'est un marché intérieur, mais effectivement, Maastricht marque un tournant puisqu'on commence à s'intéresser à la justice, qui sera intégrée vraiment un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est le point de démarrage quand même. Et aujourd'hui, en tout cas, cette justice, on la retrouve dans ce qui s'appelle l'espace de liberté, de sécurité et de justice, qui comprend en fait plusieurs choses, la politique d'asile, d'immigration, mais aussi la coopération judiciaire en matière pénale, en matière civile et la coopération policière avec Europol. Effectivement, on ne va pas tout aborder parce qu'il y a énormément de choses. On ne peut pas tout aborder parce qu'effectivement, là, on voit la difficulté aussi pour les non-juristes parce qu'on se balade d'un tribunal judiciaire, il y a du civil, il y a du pénal, là on vient de parler de l'administratif. Et donc, en fait, il y a tout à la fin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans l'Union européenne. Hein. Franchement, si on lit les arrêts de la Cour de justice au quotidien, on ne voit plus trop le lien direct avec l'Union européenne. Hein. Franchement, c'est assez flagrant. Alors, tant pis, tant mieux, ça c'est chacun son avis. Mais en tout cas, pour le mandat d'arrêt européen, donc, c'est de la coopération judiciaire en matière pénale. Et alors, c'est à la fois un grand succès de l'Union européenne et en même temps… Expliquez-nous, décodez-nous les mots. Un mandat d'arrêt européen, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Comment je le traite? Bien sûr, en fait, c'est de l'extradition. C'est-à-dire que si l'extradition, on connaît un peu plus cette idée de se dire je me suis caché dans un… Je commets un crime à Nantes et finalement la justice belge… Enfin, je suis belge, par exemple. Alors, vous commettez un crime où ça? Attends, je vais vous donner un exemple que j'avais trouvé super. C'était une espèce d'histoire d'Indiana Jones qui avait volé des cartes dans des bibliothèques nationales de plusieurs pays européens. Et il était planqué, je crois, à la fin en Suède ou quelque part par là. Et donc, la question… Donc, chacun voulait le poursuivre pour ce vol de cartes nationales dans les bibliothèques. Et en dehors de l'Union européenne, ça nécessiterait un dialogue politique, des négociations, des accords d'extradition, etc. Donc compliqué et long. Et donc l'Union européenne a voulu faire en sorte que ce soit facile de faire circuler, disons, un criminel, autant que lui, il peut circuler facilement pour aller d'un endroit à l'autre. Et donc, l'idée, c'est, je ne réfléchis pas, je suis un juge, je reçois une demande de mandat d'arrêt européen d'un autre juge, je fais quelques vérifications et hop, je transfère la personne.
qui peut être transféré pour être jugé ou pour exécuter une peine qui a déjà été prononcée. Et donc, le juge qui émet le mandat, donc voilà, il sait ou il ne sait pas où il est en Europe, la personne, donc il va délivrer cette note. Et donc, les magistrats vont le recevoir, ils vont s'en saisir directement. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, ça a donné lieu à une pratique de magistrat de liaison. Par exemple, au ministère de la Justice français, eh bien, il y a des magistrats marocains, belges qui sont là, qui font liaison et qui font du mandat d'arrêt européen toute la journée en liaison avec leur pays d'origine et les magistrats français. Et donc, ça marche super bien. Ça marche tellement bien qu'il a fallu freiner un peu en disant non, il ne faut quand même pas faire tous les petits délits, il faut quand même que ça ait une petite importance pour qu'il y ait ce transfert. Et ça marche tellement bien que ça a posé aussi quelques questions en termes de droits de l'homme. Araceli a mentionné la question de se dire est-ce qu'on transfère en Pologne alors qu'on ne fait plus confiance à la justice ? Il y a eu aussi est-ce qu'on transfère en Hongrie alors que les prisons sont surpeuplées, dégradées ? Personne ne s'est interrogé au sujet de la France, mais on pourrait se poser la question aussi. Oui. Est-ce qu'on transfère au Royaume-Uni Si, les Hollandais se posent régulièrement la question. Ah oui. Donc voilà, après, ça interroge sur différents éléments de dire est-ce que finalement, il faut vraiment... En fait, cet automatisme a bien fonctionné et il a été un peu freiné progressivement au nom des droits de l'homme. Donc voilà, le mandat d'arrêt européen, c'est une mesure phare qui est vraiment dans un quotidien évident, mais qui aujourd'hui est un petit peu ralenti parce qu'il faut quand même faire attention aux droits fondamentaux des personnes qui sont transférées. Et par exemple, les terroristes belges qui sont devant la justice française actuellement sont en France grâce à un mandat d'arrêt européen, j'imagine. Pour ceux qui ont été arrêtés en Belgique, oui, il y a eu des mandats d'arrêt européens. En réalité, en fait, l'idée du mandat d'arrêt européen, c'est de faciliter et accélérer considérablement ce qui existe par ailleurs dans le monde qu'on appelle l'extradition. Mais on sait que traditionnellement, pour que l'extradition fonctionne entre deux pays, encore faut-il qu'ils aient un accord d'extradition entre eux. C'est pour ça que si vous êtes un grand intellectuel du crime international, vous pouvez choisir votre pays de fuite en fonction des accords d'extradition qu'il a ou pas avec le pays où vous avez commis vos actes. Dans l'Union européenne, en théorie, vous ne pouvez plus parce que c'est maintenant partout automatique avec le mandat d'arrêt européen. Et d'ailleurs, ça fait partie des instruments qui, vous avez bien fait de parler de terrorisme, en fait, ça fait partie des instruments qui ont été accélérés suite au 11 septembre 2001. En fait, après le 11 septembre, il y a eu vraiment un gros coup d'accélérateur dans tout un tas d'aspects de la coopération judiciaire et policière en Europe. Et ça fait partie de ces instruments. Alors, ce que vous dites peut-être m'amène à la question suivante qui est Eurojust, parce qu'on est peut-être plus habitué dans le langage courant à Interpol, Europol, coopération policière. Bon, et puis le policier, ce n'est pas le judiciaire, mais le policier peut être articulé avec le judiciaire et souvent articulé. Peut-être Eurojust, ça veut dire quoi ? Alors, Eurojust, en fait, mais en fait, on peut faire le lien avec Europol, puisque les deux agences sont à La Haye, aux Pays-Bas. Sont des agences européennes qui fonctionnent un peu sur le même modèle. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas d'avoir un FBI ou des juridictions fédérales européennes, ce n'est pas ça. C'est l'idée d'une coopération entre les services nationaux. Et donc, on a Europol, qui est la coopération entre les forces de police, qui permet de monter des espèces d'équipes d'enquête transnationales. Quand on a des opérations à faire comme ça qui concernent plusieurs États, eh bien Eurojust, c'est la même chose, mais pour les juges, les magistrats. Donc, on a une agence européenne qui fonctionne vraiment pour la criminalité grave. Il faut savoir que tous ces outils, normalement, on ne les met pas en branle pour n'importe quelle infraction. Europol, c'est une structure qui a le statut d'agence européenne. Ce sont des agences européennes. Et c'est Eurojust, c'est utilisé pour des crimes du type terrorisme, trafic d'êtres humains, trafic de drogue, également évidemment des crimes plus financiers, mais qui ont une échelle internationale ou particulièrement importante. Et le rôle d'Eurojust en tant qu'agence, c'est de fournir à la fois des outils vraiment très concrets, de communication, par exemple. On sait qu'un des gros problèmes évidents quand on veut coopérer entre juges européens, c'est de savoir dans quelle langue on se parle. Comment on fait ? Tous nos formulaires, tous nos documents, ils sont dans une langue, ils ne collent pas avec les formulaires des voisins, on ne sait pas du coup ce qu'on se dit, comment. Eh bien, Eurojust va proposer des documents très faciles à traduire,
avec des mots-clés comme ça qui vont du coup être automatiquement traduits dans les différentes langues. On va également avoir des équipes qui vont permettre d'organiser des enquêtes en parallèle, des réunions de coordination entre magistrats de différents pays, des équipes jointes d'enquête, ce qu'on appelle des Joint Investigation Teams, des équipes jointes d'enquête qui donc sont des espèces de d'équipes d'enquête européennes, mais au niveau de la magistrature. Et donc tout ça, c'est vraiment, l'idée, c'est de proposer un outillage pour la coopération entre équipes nationales. C'est vraiment, parfois des étudiants ont l'idée un peu de comparer avec les États-Unis. Ils se disent, ah bah oui, bah c'est comme le FBI, on a une police fédérale pour l'Union européenne. C'est pas ça, parce qu'en fait, dans l'Union européenne, on est vraiment resté sur l'idée de départ de la construction communautaire qui est de s'appuyer sur les services nationaux. Et donc, on essaye de faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire, voilà, on a des équipes nationales, on va faire en sorte qu'elles puissent travailler ensemble. Et en fait, il suffit d'une petite infrastructure. Il n'y a pas grand monde, ce sont des petites agences, Europol et Eurojust, mais avec une petite infrastructure, juste en écoutant ce que disent les magistrats, les policiers, on a besoin de ça, c'est vraiment ça qui coince. Avec tel système national, c'est vraiment trop différent, on ne comprend pas comment ça marche. Et une petite équipe peut déjà faire beaucoup, en fait, pour aider. Et faire en sorte que les enquêtes et les procédures puissent être menées à bien et que le fait que quelqu'un en fait ait une activité dans 2 pays à la fois ne fasse pas complètement capoter une procédure, parce que c'est ça évidemment l'objectif. Bon, vous soulignez à juste titre ce qu'on ne voit pas, nous, forcément, dans notre vie quotidienne, c'est qu'effectivement, cette coopération judiciaire a beaucoup progressé les 20 dernières années, que les magistrats travaillent entre eux sur les affaires qui peuvent concerner les uns et les autres, et malgré les obstacles de langue qui peuvent être assez sérieux. Et puis, dans les derniers grands développements sur lesquels l'actualité s'est penchée, il y a le parquet européen. Et peut-être sur le parquet européen, Tania, vous voulez nous dire quelque chose? En quoi c'est original? D'abord, à quoi ça sert? Et puis, pourquoi est-ce qu'il faut retenir notre attention vis-à-vis de ce parquet européen? Oui, alors je pense qu'Araceli pourra peut-être plus utilement compléter sur le parquet. Ou l'une ou l'autre. Mais juste ce qui est intéressant déjà, c'est que c'est un cran un peu supérieur à ce qui a été dit sur l'idée de s'appuyer sur des services nationaux, même s'il y a toujours un appui sur les services nationaux dans le cadre du parquet. Première chose, c'est que l'objectif, c'est de lutter contre, de lutter contre les infractions financières de l'Union européenne. Donc déjà, c'est un objet très spécifique. C'est la directive PIF qui n'a pas de rapport avec PIF Gadget. C'est la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. C'est ça, exactement. Mais en même temps, ça fonctionne bien, l'idée est bonne, parce que depuis que le parquet est installé, et donc c'était l'été 2021, c'est très récent finalement, la procureure en chef ne chôme pas et a déjà mis en route de belles enquêtes. Donc, c'est une Roumaine qui effectivement est pleine de dynamisme. C'est ça. Donc, il y a quand même un phénomène un peu plus intense que Eurojust ou Europol. Et justement, ça a posé des difficultés. Et c'est intéressant de le relever. Ça fait très longtemps que le parquet européen est en discussion. 97 à ma connaissance. Très longtemps. Et à l'heure actuelle, il ne concerne pas les 27 membres de l'Union européenne. Oui, tout le monde n'est pas à bord, effectivement. 22, si je ne me trompe pas. Alors, je pense qu'on sait à peu près qui n'y est pas, on le devine, mais ça démontre qu'on passe un cap. Je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, après son fonctionnement concret, peut-être Araceli, tu pourras peut-être être plus précise que moi, mais il y a un procureur en chef avec des procureurs que les États ont délégués auprès de ce procureur en chef, et ensuite, il y a leur équivalent au niveau national, quoi. Et là, ils s'appuient à nouveau aux services nationaux. Mais vas-y, Araceli, je pense que tu le diras. Oui, en fait, c'est justement, effectivement, c'est un pas en avant, et en même temps, en fait, la commission était partie sur un peu un début de FBI ou quelque chose. Elle aurait bien aimé faire quelque chose d'un peu plus fédéral, quelque chose de réellement européen. Et en fait, c'était un peu trop ambitieux. Du coup, on est là à mi-chemin entre ce qui aurait pu être un procureur européen réellement centralisé, qui soit habilité à agir dans tous les États membres
dans le système judiciaire pour défendre les intérêts financiers de l'Union européenne et un système à la Europol, Eurojust, où on fait juste de la coopération entre équipes nationales. On est entre les deux. Alors, d'une part, il faut quand même... on a calmé les ardeurs aussi un peu de la Commission sur les domaines d'intervention. D'ailleurs, c'est même le président Macron, à un moment donné, avait même envisagé d'étendre par exemple, la criminalité organisée grave du type terrorisme, etc. En réalité, on reste vraiment sur la protection des intérêts financiers de l'Union, c'est-à-dire fraude à la TVA, fraude aux droits de douane et les affaires de corruption et fraude autour des fonds européens pour le développement et l'agriculture. Donc, c'est véritablement très, très axé sur le budget de l'Union. C'est la protection du contribuable, puisque le budget de l'Union, c'est les impôts, essentiellement. Donc, de manière plus ou moins directe, très directe pour ce qui est de la TVA. Donc, finalement, c'est protéger notre argent à tous. Mais on va dire, on est moins impressionné que si on nous avait dit c'est pour lutter contre le terrorisme international ou bon. Et alors, d'autre part, donc on est entre les deux, c'est-à-dire l'idée, en fait, du procureur européen, c'est qu'on a des procureurs dans les systèmes nationaux qui vont avoir une double casquette. Donc, on a en France, on en a plusieurs, et qui ont un double rôle de procureur européen délégué, c'est-à-dire qui travaillent pour le procureur européen, mais aussi de magistrats, procureurs intégrés dans une juridiction française qui vont avoir des dossiers qui vont arriver en tant que procureur lambda. Donc, on ne les a pas complètement spécialisés dans leurs fonctions. Ils ne sont pas là juste pour travailler pour le procureur européen. Et ensuite, on a au-dessus d'eux un représentant par État. Et pour la France, c'est M. Frédéric Bab, qui est un procureur qui a travaillé longtemps à Eurojust ces dernières années. Il a une longue expérience de la coopération européenne en matière judiciaire. Et au-dessus de ces représentants des États membres, on a Madame Kövesi, la procureure européenne, on va dire. Et l'idée, c'est que on va pouvoir prendre des décisions sur, par exemple, les enquêtes qu'on va mener, les affaires qu'on va poursuivre à l'échelle européenne, donner quand même des instructions au niveau européen, mais ces instructions ne sont pas données de manière vraiment verticale par la directrice de cette agence, à nouveau une agence. C'est plutôt collégial. Il faut des décisions collégiales des 27 plus elle, plus la directrice, pour agir. Donc, on va voir, en fait, c'est vrai que pour l'instant, cette première année, on est plutôt satisfait des débuts. Il va falloir voir avec le temps si réellement ça correspond aux attentes en matière d'efficacité accrue par rapport à ce qui existait jusqu'ici. Alors, un point intéressant à noter ces derniers jours-là, je crois aujourd'hui ou hier, ils ont publié un document pour se plaindre du fait que la Pologne ne coopérait pas du tout avec eux. Donc, bon, c'est pas très surprenant, mais ils se plaignent déjà. Ouais. Ils disent qu'ils ont beaucoup d'affaires qui concernent la Pologne et qu'il n'y a pas du tout de réaction des services polonais. Et puis, également, un autre point très intéressant, vous pouvez aller voir le site du procureur européen. Alors, malheureusement, comme la plupart des sites des institutions européennes, c'est désormais presque exclusivement en anglais. Mais si vous êtes un peu à l'aise en anglais, vous verrez que dès la page d'accueil, vous avez un lien pour dénoncer vous-même un crime. Et vous pouvez donc, vous avez une page explicative sur comment dénoncer un crime qui concerne le procureur européen. Et vous avez un petit formulaire, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller sur le site du procureur européen, leur signaler quelque chose. Alors, ça paraît un peu étrange parce qu'on se dit, mais finalement, c'est des services à Luxembourg qui vont juste refaire retomber l'information jusqu'aux procureurs nationaux qui auraient dû être saisis à la base. Mais on peut se dire que pour quelqu'un qui a connaissance de quelque chose qui concerne directement les fonds européens, qui se dit les autorités nationales ne vont pas trouver que c'est très important comme affaire, ils peuvent se dire oui, mais peut-être que si j'en parle à l'institution européenne qui, elle, a pour seule activité de défendre le budget de l'Union européenne, peut-être qu'eux vont trouver ça plus intéressant. Et donc, on peut imaginer une situation où vous êtes dans un État, vous avez conscience d'un système de fraude aux subventions agricoles à grande échelle,
vous n'avez pas réussi à obtenir de réaction de la part du procureur de la juridiction de près de votre domicile, eh bien, pourquoi pas essayer d'utiliser le formulaire du site du procureur européen pour voir. Voilà. Mais donc, on demande la base juridique. On a un début de droit pénal européen. En réalité, c'est pour ça que pour l'instant, les compétences sont très limitées. Il agit sur la base de cette fameuse directive PIF, qui est la directive qui définit de manière assez précise un certain nombre d'infractions qui sont particulièrement graves. Il faut que ce soit des infractions vraiment graves qui affectent le budget de l'Union européenne. Et ensuite, ces définitions sont retraduites dans tous les États membres en fonction des terminologies et des particularités des systèmes pénaux de chaque État. Mais donc, on a ce texte au niveau européen, qui est un texte législatif européen, qui est la base de la compétence du procureur européen, qui ensuite est retraduit dans les différents États membres. Alors, en particulier, un des autres problèmes qu'on va avoir pour voir si c'est réellement efficace, c'est qu'un certain nombre d'États membres ont mal transposé la directive PIF. Et donc, si les États membres ne transposent pas correctement ces règles dans leurs systèmes nationaux, forcément, le procureur européen délégué local aura du mal à agir pour défendre ces intérêts-là. Bon, merci beaucoup. Il est déjà 19h, on va laisser le procureur. Moi, je vous encourage et j'encourage en tout cas nos auditeurs à continuer à suivre les choses. En préparant ce webinaire, j'avais vu effectivement qu'il y avait eu déjà une première condamnation au mois de novembre d'un maire d'une commune slovaque pour tentative de détournement de fonds européens. Il avait plaidé coupable, mais il prend quand même 3 ans de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction d'exercer des fonctions publiques, donc ça n'est pas rien. Et puis j'avais vu aussi au mois de novembre qu'on avait les procureurs croates étaient passés à l'attaque d'une ancienne ministre qui avait sans doute surfacturé un logiciel de gestion financé par l'Union européenne. Donc voilà des exemples, je dirais, récents sur lesquels, bon, effectivement, avec les limites que vous avez évoquées, qu'on n'a pas tous les États membres qui sont présents, on peut espérer des progrès intéressants. Dans les 10 minutes qui nous restent, j'avais 2 types de questions. La dernière question, elle est évidente, c'est quels sont les grands enjeux de demain, pour vous laisser un petit peu d'ouverture vers la fin. Mais avant ça, je ne voudrais pas oublier tout de même de valoriser que si nous parlons de justice et de territoire, en 1 heure, on ne peut pas tout faire, donc on ne rattrapera pas les études de droit que Jean-Marie n'a pas fait, mais qu'il va entreprendre parce que maintenant il est passionné de cours de justice. Donc, on ne peut pas tout faire en l'espace d'1 heure, mais au moins expliquer aussi que le droit, la justice et les territoires, c'est aussi un travail de militants européens, ça peut être un travail de surligneur ou de lecteur de l'actualité, ça peut être aussi un travail d'enseignant, d'enseignante, de formation des jeunes et d'ouverture au droit européen. Donc peut-être l'une et l'autre, vous avez l'occasion de valoriser ce que vous faites et d'expliquer aussi au public qui est ici et qui est intéressé par les questions européennes en quoi une université, ça compte pour former des juristes au droit européen, même si on en est relativement convaincu, et puis d'encourager les gens à rejoindre l'équipe des surligneurs. Vous prenez les 2 dans l'ordre que vous voulez, vous avez un droit de parole, bien sûr, l'une et l'autre, dans l'ordre que vous voulez. Je vais commencer parce que je vais aller plus vite, parce que c'est beaucoup plus traditionnel que ce que fait Tania. Non, moi, évidemment, je milite en faveur de l'intégration des matières européennes dans les études de droit et pas seulement. À l'Université de Nantes, nous avons de la chance parce que nous avons plusieurs cursus pluridisciplinaires en fait, de spécialisation sur les études européennes. Et donc, là-dedans, nous formons aux questions de fonctionnement de l'Union européenne, aux bases du droit de l'Union européenne, des gens, non seulement des juristes, mais aussi des étudiants qui s'intéressent aux langues, à l'histoire, à la science politique, qui sont dans des formations un peu plus diverses. Et qui partent tous, du coup, avec ce bagage-là qui est très important, puisque, effectivement, l'Union européenne... comme vous le savez, à la Maison de l'Europe, affecte à peu près tous les aspects de nos vies. Et donc, savoir comment ça fonctionne, c'est essentiel. Et alors, pour un juriste, c'est absolument indispensable, évidemment. Et on est toujours content de pouvoir intégrer différents aspects qui sont liés
au droit de l'Union européenne, à nos enseignements de droit en général. Et d'ailleurs, en fait, on constate que dans la plupart des matières que nous enseignons, à part peut-être l'histoire du droit romain, on a en fait des éléments qui correspondent au droit européen. Bon, mais je laisse la parole à Tania. Oui, c'est ça. Et puis, on peut les faire passer aussi, les étudiants, en Erasmus, comme ça, ils Ah bah ça, oui. ils s'apprivoisent évidemment au droit et à la culture de leurs voisins. Tout à Oui, fait. bien sûr, C'est très important. Nous, on a un média, donc les surligneurs, qui fait du fact-checking juridique ou du legal checking. Alors, on ne fait pas que des questions européennes, mais on est amené à en faire très régulièrement. Et si on fait le lien d'ailleurs avec la justice européenne, on a eu pas mal d'articles. Alors, donc, nous, on s'intéresse au discours politique, ce que disent les politiques, est-ce que c'est réalisable juridiquement, en fait. Bon, la période est excellente, là. La période est excellente, on ne s'ennuie pas du tout. On est en train de faire les programmes, enfin, c'est fantastique. Et donc, il est arrivé, et c'est arrivé fréquemment, qu'un politique dise non, mais la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice, de quoi se mêle-t-elle? Ouais. Bon, bah voilà, après, donc nous, on explique, bah, elle se mêle de ce qu'on lui a dit de se mêler, donc c'est tout à fait normal. Ou bien, je crois que vous n'avez pas tout à fait compris la décision. On va vous l'expliquer, voilà. Donc, ça, on le fait très fréquemment. Là, on sort un livre en mars qui s'appelle « Politique, immigration et réfugiés », avec nos meilleurs articles. Et clairement, il y a énormément de droits européens. Là, il y a énormément d'Europe dans les questions d'asile et d'immigration qui viennent, en fait, tempérer les objectifs différents, disons, des personnalités politiques sur des questions voilà, de regroupement familial ou d'autres. Et donc, dans ce livre particulièrement, parce que c'est le deuxième tome, le premier, c'était plus local, puisque c'était sur la religion et la laïcité. Mais là, dans ce tome-là, vraiment, il n'y a quasiment que du droit européen. Donc selon les matières, on est vraiment amené à s'y intéresser énormément dans nos articles, dont l'objectif est d'être grand public, même si c'est de la question juridique, et d'être le plus accessible possible. Donc, on essaie de faire bref et... Et donc, vous pouvez aussi être très complémentaire avec ce qui est fait au titre des décodeurs. Bon, tout à fait. Un peu la même approche, me semble-t-il. C'est ça. On a aussi un podcast qui s'appelle Objection Votre Europe, où là, on essaye d'attaquer des idées reçues sur l'Europe. Alors, sur la justice en immédiat, on n'en a pas forcément fait, mais l'Europe, est-ce que l'Europe est une forteresse ? Pourquoi l'Europe nous impose les 3%, etc. Voilà. Et donc après, on attaque l'idée, on s'y intéresse, on la développe. Bon, bah, écoutez, je vous remercie et je remercie aussi tous nos participants de vous écouter avec attention parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes là qu'on découvre grâce à vous. Bah, je vais aller vers la question de Joker. La dernière question, c'est l'avenir, demain, et puis peut-être dans demain, les choses que vous vouliez dire et que nous n'avons pas dites ou que nous avons oubliées ou que simplement en 1h10, on ne peut pas traiter, mais enfin, un appel peut-être à la curiosité sur des choses, sur une matière complexe, mais enfin, bon. Et puis demain, est-ce que demain va être meilleur qu'aujourd'hui sur ce terrain-là ? Moi, j'ai toujours envie de penser que demain sera meilleur, moi, mais non, moi, je pense que je rejoins ce que je disais au début, c'est-à-dire que je trouve qu'il faudrait faire un effort sur la lisibilité. Voilà, nous on l'a étudié, on a étudié ensemble même avec Araceli, donc voilà, on y a passé quelques années, ça va. Mais il faut faire un effort sur les termes, il faudrait changer les noms. Enfin voilà, il n'y a pas. On passe beaucoup de temps. Il n'y a pas de raison qu'on ne comprenne rien en matière juridique. Enfin. Non, c'est pas ça. C'est moi, je trouve qu'on perd beaucoup d'énergie à expliquer que le Conseil de l'Europe, c'est pas le Conseil européen et c'est pas le Conseil, quoi. Et que franchement, rien que cette phrase est incompréhensible. Enfin, faut être honnête. Donc ça, je trouve que c'est dommage, surtout à une heure où, et c'est là où moi, je trouve qu'il y a des choses à faire dans le futur aussi. Potentiellement, l'Union européenne va peut-être adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme. Ce qui simplifie pas le paysage juridictionnel. Ça rend intéressant les débats juridiques sur les droits fondamentaux, la justice européenne. Je ne suis pas certaine que ça rende plus lisible la justice européenne au quotidien. Bon, très bien. Et Araceli, qu'est-ce que vous dites ? Demain sera meilleur qu'aujourd'hui ? Vaste question. Dans le domaine dont nous parlons ce soir. Hein. J'avoue que je ne sais vraiment pas. Je pense qu'il y a vraiment une volonté d'agir et d'améliorer la situation, que ce soit au niveau de la Commission ou chez un certain nombre de personnes qui travaillent dans les différents États membres, d'améliorer la coopération, de résoudre ce problème de l'état de droit.
Mais le problème est que voilà, on est dans cette espèce de système un peu entre deux, où on sait que l'Union européenne a des ambitions vraiment considérables en termes de domaine d'action, de volonté d'aller en commun vers des objectifs ambitieux en matière environnementale, etc., en matière de développement des nouvelles technologies, etc., mais que les institutions, comme Tania vient de le dire, ne sont pas tout à fait en conformité avec ce qu'il faudrait pour être réellement efficaces ensemble. Et ça, malheureusement, sont des problèmes vraiment de fond. Moi, ce qui me désole un peu, c'est que justement, dans le débat politique, on n'a absolument aucune trace d'une ambition crédible pour une réforme des institutions européennes. Les hommes politiques dans la plupart des États européens ne s'y intéressent pas, souvent ne comprennent pas vraiment comment ça marche, ou se satisfont de la situation actuelle parce qu'ils ont l'impression que ça permet aux États de garder la main. Le problème, c'est que plus les États gardent la main, plus on risque d'avoir des problèmes aussi avec certains États qui commencent à ne plus vouloir jouer le jeu. Et les autres États individuellement ne sont pas assez forts pour lutter contre ça. Donc, il y a une limite quand même à ce modèle intergouvernemental. Et je pense que, oui, justement, les questions d'état de droit, dont on vient de parler, de coopération judiciaire, sont vraiment l'illustration des limites du modèle. Donc, on verra bien ce qui va se passer dans les années qui viennent. Mais c'est vrai que la campagne actuelle n'est pas très rassurante sur ces questions-là. En tout cas, du point de vue français, on ne va pas être peut-être leader sur la réforme des institutions européennes. On voit bien qu'il y a un petit peu de patinage. Et sans vous relancer, évidemment, gardez aussi en tête que l'Europe n'est pas seul au monde, et donc naturellement ici nous nous concentrons sur les questions qui nous intéressent, qui sont européennes, mais la coopération judiciaire internationale, c'est aussi un vaste enjeu, une cour pénale internationale, c'est aussi un vaste enjeu. Et peut-être là-dessus aussi un tout petit mot sur cette dimension internationale qui nous entoure, parce qu'on est dans un monde de brut, donc ici nous essayons de faire vivre l'état de droit, mais enfin l'Ukraine n'est pas loin, la Chine de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait finalement pour que l'Europe apparaisse au niveau international avec un état de droit qui est valorisé? Justement, sur ce point, je pourrais dire un mot. Qui est-ce que les médias français ont présenté comme le président de l'Union européenne se rendant à l'Est pour négocier? Le président Macron. Je suis désolée, mais il n'est pas président de l'Union européenne. La France préside le Conseil de l'Union européenne, mais on a un président du Conseil européen qui est censé servir à ça, et on a un ministre européen des Affaires étrangères, le haut représentant, qui est aussi censé servir à ça. Donc on a deux personnes qui auraient pu et qui en fait ont été complètement sorties un peu du jeu des négociations. Alors ils font des communiqués de presse, Si on regarde ce que fait le Conseil européen et la Commission européenne, ils font des communiqués de presse. Mais ça, c'est clairement un domaine, la politique internationale, surtout sur les questions de défense, sur lequel, alors autant sur les questions commerciales, l'Union européenne est très présente depuis très longtemps et clairement sert les intérêts de ses États en étant très unis et en étant représentés par la Commission. Autant sur les questions de défense et plus diplomatiques, plus traditionnelles. Là, véritablement, ce sont les États qui gardent la main, et l'Union européenne a beaucoup de mal à exister, avec pourtant des ambitions louables, on peut dire, puisque dans les traités, on a inscrit l'idée que l'Union européenne agissait dans la sphère internationale uniquement pour maintenir le respect du droit international. Si on déploie une force armée européenne, il faut que ce soit sous les instructions des Nations unies. Enfin bon, donc on a véritablement cette volonté d'agir pour le respect du droit international, donc dans cette idée que l'Europe est une union de droit, et que donc on est forcément, par essence, favorable au maintien et au développement d'un système juridique qui contraint les États aussi dans la sphère internationale. Mais malheureusement, voilà, on n'en est pas du tout à avoir une présence de l'Union européenne qui soit véritablement visible sur ces questions-là. Et ce sont réellement les États qui mènent la danse. Alors, moi, je trouve quand même, pour compléter, il y a un petit changement, il y a une évolution depuis au moins 2003, où il y a la possibilité d'envoyer des missions et des opérations militaires, des missions d'opérations militaires, ce qu'on connaît dans cette idée de casque bleu.
en fait, de l'ONU, hein, ce qui est Mmh. créé. Bah, aujourd'hui, c'est pas mal l'Union européenne qui fait ça. Ça se voit pas trop, mais c'est assez intéressant de voir que même elle remplace les missions de l'ONU dans certains endroits à l'international. Et du coup, elle prend place comme ça aussi, par ce biais, par des délégations, alors qui ont surtout pour objectif de financer des projets locaux, mais quand même. Et enfin, moi, je trouve que l'outil qui est assez intéressant, c'est les mesures restrictives. C'est-à-dire que l'Union européenne adopte des sanctions contre une personne précise pour geler, bloquer ses comptes Mmh. bancaires. Mmh. Et ça, c'est le cas à l'égard. Alors, après, il y a des débats sur les personnalités qui sont ciblées, est-ce qu'elles sont vraiment efficaces, etc. Mais ça peut tout à fait cibler des personnes proches du pouvoir russe, des personnes qui seraient trop impliquées en Ukraine. Et c'est un outil qui est quand même pas très agréable hein, quand on se fait geler son compte en Mmh. banque. Mmh. Donc, il y a une Ouais. forme d'efficacité, alors qui reste discutée, mais qui en même temps s'intensifie. Hein. Si ça vous intéresse, il y a EU Sanction Map. C'est une carte qui est disponible et qui démontre, enfin, qui permet de visualiser le nombre de mesures restrictives et quels pays elles atteignent. Et il y en a pas mal, en fait. Hein. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas satisfaisant, enfin, c'est pas en tout cas pleinement intégré et voilà, il y a encore des difficultés, mais je trouve qu'il y a une forme d'évolution qui est intéressante quand même. Bon, bah, écoutez, je vais vous remercier avec cette conclusion, je dirais, qui nous encourage en tout cas à rester attentifs à l'ensemble de l'actualité européenne et en tout cas de ne pas perdre de vue la lecture juridique des choses. On aurait pu faire effectivement un webinaire sur la sanction, en se disant quel type de sanction. Voilà un joli thème pour une autre fois peut-être. Mais je vais vous remercier, Araceli Turmot et Tania Rachaud, de façon chaleureuse pour l'ensemble de vos explications. Encourager nos auditeurs qui sont en train de vous féliciter grâce à deux expertes compétentes, ça c'est Pierre-Louis Gastinel, passionnante, parlant en termes accessibles à des non-spécialistes et grâce à un habile animateur. Eh bien, écoutez, il est bien gentil, Pierre-Louis, mais en tout cas, on a fait de notre mieux pour vous laisser la parole, mais remerciements et encouragements en tout cas à chacun d'entre nous aussi à s'intéresser à la sphère juridique, à ce qui se passe à l'université, ce qui se passe aux surligneurs, et aussi à rendre visite au tribunal judiciaire. La salle des pas perdus de Nantes, elle est un petit peu particulière, mais enfin, moi je sais que j'ai fait la visite et j'en ai profité pour assister à une audience du tribunal, ce que je n'avais pas fait depuis un certain temps, et me remettre à jour un petit peu sur la justice au quotidien. Et c'est des choses que les gens ne savent pas toujours, qu'effectivement, c'est ouvert en permanence, vous pouvez assister, et vous pouvez vous rendre compte aussi, si vous ne l'avez jamais fait, de ce que c'est qu'une justice au quotidien. On n'y parlera peut-être pas d'Europe à chaque fois, mais c'est fort intéressant. Je vous laisse un dernier mot, si vous voulez. Juste des remerciements. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Olivier Brunet pour l'animation, effectivement, et à Anissa et l'équipe de la Maison de l'Europe en général. J'étais ravie d'être là. Voilà. Bon, bah, Oui, écoutez, merci également. c'est top. Remerciements. Et en tout cas, ce webinaire sera disponible en replay, comme on dit en bon français, de façon à circuler le plus largement possible. Merci beaucoup. Bon appétit et bonne soirée.